Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire aujourd'hui, un film bouleversant, Bye Bye Tibériade, qui sort au cinéma ce 21 février et qui raconte l'histoire de 4 générations de femmes percutées par les violences de l'histoire. À travers elle, c'est l'histoire du peuple palestinien qui se déploie sous nos yeux. Un peuple qui subit une injustice historique, un peuple revenu dans l'actualité de la plus sanglante des manières. À travers elle, c'est aussi l'universel qui nous percute et qui nous rassemble. L'amour, la famille, l'exil, la terre, les racines. Bienvenue sur Mediapart, vous êtes dans À l'air libre, l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. Deux des femmes qui font ce film sont avec nous, une fille et sa mère. La première, Lina Soualem, réalisatrice, a filmé la seconde, Yam Abbas, immense actrice. Ensemble, elles explorent les douleurs du passé, mais avant tout et surtout, la vie. Bonjour, Lina Soualem. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous avoir dans notre studio, aux côtés de votre mère, Yam Abbas. Bonjour. Bonjour. On a beaucoup de choses à se dire, mais avant, je propose que l'on regarde un extrait de votre documentaire Bye Bye Tibériade, qui, je ne l'ai pas encore dit, une très belle carrière dans les festivals. Il a raflé déjà plusieurs prix. Vous allez comprendre pourquoi. هناك البحر هناك لبنان هناك سوريا وهناك الأردن وإحنا هينا بالنص. لينا أول مرة أخذتك على دير حنا شايفة؟ هاي أنتي الصغيرة مع ست وأم علي وهي أنا وهي أمي. Et moi, je ressemble à qui, du coup? À personne. En regardant votre film, Lina Soualem, des mots me sont revenus comme un boomerang, des mots qui m'ont été confiés ici, dans ce studio, par l'écrivain palestinien Elias Sambar, traducteur de l'immense poète de Palestine Mahmoud Darwish. Il m'a dit « Nous sommes, nous, peuple palestinien, une arête dans la gorge du monde. Personne ne nous avalera. » Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que cette image résonne en vous de l'arête dans la gorge du monde? En fait, ça me renvoie tout de suite à la force des femmes du film, donc qui sont les femmes de ma famille, puisque justement, ce que je raconte à travers le film, et ça rejoint peut-être ce que Elias Sambar disait à travers sa prose, que je n'ai pas, mais ça rejoint cette idée que malgré l'exil, malgré la dépossession, malgré les déplacements, malgré le chaos qu'il y a eu dans leur vie et autour d'elles, du fait du contexte historique, elles ont réussi à maintenir leur histoire en vie et à la transmettre, non seulement des valeurs de paix, d'amour, de pardon et de tolérance, mais aussi leur histoire. Donc c'est aussi cette idée de combativité, de résistance à travers la vie, en fait, et à travers cette force qu'on arrive à trouver, même quand on est dépossédé de tout. Et c'est ce que je dis dans le film. Pour moi, c'est des femmes qui ont dû apprendre à tout quitter et à tout recommencer, encore et encore, et qui l'ont fait en transmettant des choses très positives dont moi j'ai hérité, qui ne l'ont pas fait dans quelque chose de revanchard ou de négatif, et je pense que c'est ça la force de ces femmes et des Palestiniens. Yam Abbas, l'image de l'arête dans la gorge du monde que représenterait le peuple palestinien. J'adore, vraiment j'adore. J'aime beaucoup Elias, je le salue en passant. Et je trouve que, oui, je trouve vraiment la métaphore assez forte. En tout cas, moi, comme Lina l'a dit, je crois que si on fait ce qu'on fait, si on raconte ces histoires-là, c'est aussi pour que ça arrête, cet arrêt dans la gorge fasse moins mal, quelque part, à ceux qui, à qui elle est coincée à la gorge. Il y a des gens qui ont décidé qu'elle leur fait pas mal et qu'elle existe et qu'il faut qu'on la sorte et qu'on la regarde une fois pour toutes, en fait. Et effectivement, je trouve ça assez poétique, assez beau, et vraiment je salue toujours les esprits
poétique des gens qui veulent raconter quand même les histoires personnelles, des choses qui font très mal, mais parce que c'est nécessaire de les raconter, c'est nécessaire de les dire, c'est nécessaire de les faire exister, et par l'existence de ces histoires, on fait exister quand même tout un peuple, toute une histoire, toute une mémoire qui, si on ne le fait pas à nos manières individuelles, elle peut partir dans les oubliettes. La sortie de Bye Bye Tibériade survient dans un contexte qu'on ne peut pas ne pas évoquer. Elle survient en pleine guerre à Gaza. Israël mène depuis le 7 octobre 2023 et les massacres du Hamas une riposte militaire dans l'enclave palestinienne qui a conduit à la mort de 28 000 personnes, dont 70% sont des femmes et des enfants. Avant d'entrer dans Gaza, les Palestiniens disent aujourd'hui qu'il faut se déchausser parce qu'on marche sur les morts. C'est difficile, Lina, de présenter le film dans ce contexte ? C'est difficile de présenter le film dans ce contexte, oui. C'est un peu difficile de savoir comment ça aurait été dans un autre contexte, puisque en fait le film a fait sa première projection en septembre 2023 au Festival de Venise et ensuite Toronto. Et puis ensuite, en octobre, on a été rattrapé par la réalité de ce qui se passe et par l'histoire. En même temps, le film nous permet, en tout cas moi, m'a permis d'avoir une voix dans un moment où on a senti un étouffement aussi. Et je pense une déshumanisation qui a été très difficile à gérer. Et à travers le film, ça permettait de garder notre humanité présente. C'est difficile aussi parce que, en fait, ce qui est difficile, c'est aussi le fait que ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à écrire le film, avec ma co-scénariste Nadine Naous et la monteuse du film Gladys Joujou, on parlait déjà de cette déshumanisation qui a toujours existé, de la difficulté de se raconter quand notre histoire collective n'est pas reconnue, n'est pas racontée, n'est pas officielle et silencée. Donc j'ai envie de dire que je savais que ça allait être difficile dans tous les cas de présenter le film. Mais avec ce contexte, effectivement, on fait face à des violences très présentes et c'est vraiment difficile de naviguer dans ça. Et en même temps, grâce au film, ça me donne la force de continuer, d'être présente, ça me permet d'avoir une voix. Et le fait de m'accrocher aux histoires des femmes de ma famille qui ont tracé aussi un exemple pour moi d'héroïsme me donne de la force. De la force, et cela me donne une voix, je retiens cela. Yam Abbas, lors d'une projection à Marseille, vous avez avoué vivre un trauma de guerre. Aux journalistes qui vous posaient la question, vous avez dit « Nous ne sommes pas qu'en deuil, nous sommes laminés moralement, physiquement, culturellement ». Quels sont les mots qui vous traversent, les mots, les émotions qui vous traversent aujourd'hui ? Je crois que ça n'a pas vraiment changé. Vous voyez, dès que vous dites ça, ça me remet dans l'état presque, j'ai envie de dire, de cette difficulté vraiment. Mais moi, j'ai envie de revenir à quelque chose de positif, en fait, dans tout ça. Vraiment, je crois qu'on a assez pleuré, qu'on a assez... On pleure toujours, d'ailleurs, et on voit ce qui se passe, donc c'est pas vraiment très simple. Mais ce qui est important pour moi, dans cette difficulté d'ailleurs, d'arrêter de penser à soi et d'arrêter de se dire que c'est difficile et de voir une forme de tunnel dans lequel on voit une petite lumière à laquelle on s'accroche et on dit « Ok, ce film aujourd'hui, dans ce contexte, oui, c'est un tunnel vers une lumière et on a envie de la partager parce que c'est un film qui à la fois raconte beaucoup de choses, des combats de femmes qui sont vraiment dépassés l'impossible des fois pour pouvoir exister et réaliser leurs rêves et à la fois ils sont un exemple de positivité, d'humour, de joie. Donc j'ai envie de m'accrocher à ça. J'ai envie vraiment d'offrir aussi cette partie de moi et de ma vie et de mon histoire au monde aujourd'hui pour aussi aider à surmonter ce passage noir dans notre histoire de nouveau.
une lumière dans l'obscurité. Votre documentaire raconte à travers vous, Yam, mais aussi à travers d'autres femmes de la famille, votre mère, votre grand-mère, que je ne me perds pas. Grand-mère. Voilà. Mais aussi votre tante et puis votre arrière-grand-mère. Ces 4 femmes, ils racontent l'un des moments les plus douloureux de l'histoire palestinienne, la Nakba, la catastrophe, soit l'exil forcé en 1948 du peuple palestinien. Ils racontent aussi l'éclatement des familles à travers les frontières, et notamment l'interdiction faite aux Palestiniens de traverser les frontières par l'État d'Israël nouvellement créé. On ne peut pas, en regardant ces images du passé où vous entremêlez archives historiques et archives personnelles, ne pas ignorer celles du présent. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population palestinienne est déplacée et réfugiée au sud de la bande de Gaza, dans la ville de Rafah, à la frontière fermée avec l'Égypte. Comment on vit le conflit qui dure depuis 75 ans avant même votre naissance en Galilée, il était là. Est-ce qu'on le vit de la même manière selon qu'on est exilé ou selon qu'on est sur place ? Bon, l'exil, même si c'était un choix dans ma vie et un choix personnel, n'est pas quelque chose de simple parce que là, en revanche, on s'est arraché nous-mêmes. Donc, dans toute forme d'arrachement, il y a de la peine, il y a de douleur, il y a des pertes, il y a des amertumes, il y a des culpabilités, il y a tous les sentiments de la terre qui peuvent se rejoindre et qui habitent à l'intérieur de la personne. Mais c'est à la fois, quand on est loin, c'est quelque part, c'est une force de pouvoir regarder. Regarder, observer, ça ne veut pas dire ne pas sentir. Mais ça donne un petit recul, une petite distance qui permet des fois d'accepter peut-être les choses d'une manière différente, d'agir d'une manière différente, de se dire « Attends, j'attends 2 secondes avant de parler, j'attends peut-être 10 minutes avant de me prononcer, ou même de pouvoir m'exprimer à chaud ». C'est pas pareil pour les gens qui vivent à l'intérieur et qui sont dans la cocotte. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile. Évidemment, je ne veux pas me comparer aux gens, les citoyens de Gaza aujourd'hui ou de la Cisjordanie qui sont attaqués par les colons. C'est une réalité. Il faut la regarder en face. C'est comme ça. Le choix de l'exil est, encore une fois, comme je disais, difficile, mais ça me permet vraiment de regarder les choses et de peut-être faire ce que je fais d'une manière un peu plus posée et un peu plus universelle, en quelque sorte. Parce que j'ai envie de parler ce langage, parce que j'ai envie que ma voix arrive. J'ai pas envie juste qu'on me mette toujours dans un chiffre, dans un chiffre parmi des milliers. J'ai envie d'avoir cette voix, et c'est pour ça que je crois aussi à la force du cinéma, dans ce sens-là, à la forme de le travail artistique, les œuvres, pour exprimer des voix individuelles qui relèvent à la fois des voix collectives et des voix qui veulent raconter et partager et échanger avec le monde. Lina, vous êtes d'accord avec votre mère sur cette nécessité d'être une voix individuelle pour porter collectivement plus haut dans un moment qui... Vous n'étiez pas né non plus au moment du début de ce conflit, mais la Nakba, vous l'avez connue à travers les récits familiaux. Et est-ce qu'aujourd'hui, la cinéaste que vous êtes, lorsqu'elle va chercher dans ses archives ces images historiques qui montrent ce déplacement, elle est percutée de plein fouet par l'actualité et par le déplacement qu'on observe depuis 4 mois de Palestiniens du nord vers le sud, où aujourd'hui ils sont réfugiés et sous les bombes? En fait, pour moi, c'est quelque chose, comme je disais, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que, étant née en France, j'ai aussi dû faire face, durant toute ma construction, à comment exister quand nos identités sont jugées, ou sont niées, ou sont déniées, ou sont stigmatisées. Comment on arrive à trouver sa place dans le monde, aussi en tant que femme, quand on est entre plusieurs mondes, quand nos parents viennent d'ailleurs.
quand les identités de nos parents sont des identités qui ne sont pas reconnues dans leur humanité la plus complète. On ne nous laisse pas être complexes, on nous ôte le droit à la complexité, pour reprendre les mots d'une autre écrivaine que j'aime beaucoup, Faiza Gen. On l'aime beaucoup aussi. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours marquée, puisque je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je ne pouvais pas raconter l'histoire des gens de ma famille sans être jugée ou sans qu'on me dise « mais non, c'est pas possible, mais non, c'est pas vrai », alors que je savais que c'était des réalités. Et je pense que ce qui est le plus difficile à voir, c'est que même quand on voit des images de la réalité aujourd'hui, elle est aussi niée. Donc en fait, on est dans quelque chose où on doit se battre pour prouver notre existence, pour prouver ce qui se passe, même quand c'est sous nos yeux. Et je pense que, pour moi, ce qui est important, c'est que ce soit la poésie de Mahmoud Darwish, que ce soit les mots de Elias Sambar ou d'autres écrivains comme Karim Katan, que j'aime beaucoup aussi, ou les mots de Edouard Saïd, ou tous les cinéastes et artistes palestiniennes et palestiniens, à travers la culture. Et ça, je reprends aussi ce que Elias Sambar a dit plusieurs fois, la culture, c'est la vie. À travers la culture, on peut aussi se raconter, puisqu'on est perçu qu'à travers la mort, ou que lorsqu'on est face à la mort, on ne s'intéresse à nous qu'à travers des chiffres aussi. Et pour moi, c'est important de pouvoir se replacer à l'échelle de l'individu, se replacer à l'échelle des parcours intimes, des parcours émotionnels. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre la Nakba? Qu'est-ce que ça veut dire pour une femme, parmi plusieurs femmes, d'avoir été expulsée de chez elle, d'avoir dû quitter l'école au moment où elle avait un rêve, comme ma grand-mère, de devenir institutrice à Jérusalem, de devoir marcher pendant des jours et des jours sans savoir où on va et si on va pouvoir rentrer chez soi, de ne jamais revoir sa maison d'enfance, de ne jamais retrouver son acte de naissance, d'avoir perdu ses affaires, d'avoir une partie de sa famille qui a traversé une frontière et qu'on ne va jamais revoir. En fait, c'est toutes ces questions. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'intime ? Moi, j'ai pas vécu ces choses-là. On me les a transmises. Et en même temps, quand j'essaye de transmettre cette histoire à mon tour, je fais face à des réactions aussi parfois de négation. C'est-à-dire, on me dit, bah non, cette histoire n'est pas officielle. Ça s'est pas passé comme ça. Et pourtant, c'est ce qu'on a reçu. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse dans mon travail de cinéaste. Je pense que ça rejoint aussi ce que j'avais voulu faire dans L'heure Algérie, c'est-à-dire redonner une place, redonner une voix à des parcours de vie de personnes qui ont été marginalisées, silencées, qui n'ont pas pu se raconter, qui n'ont pas su se raconter aussi parfois, puisque le silence parfois est présent dans la famille. Pour le coup, dans ma famille algérienne, c'était un silence dans la famille. Et je pense que c'est important pour moi de le faire à travers l'art pour qu'on puisse se raconter avec nos propres mots, pour ne pas qu'on se retrouve enfermé, comme le disait ma mère, dans les perceptions que les autres ont de nous ou veulent avoir de nous. On parle de nous-mêmes comme on a envie de parler de soi, puisqu'on se connaît. On va regarder un extrait de ce documentaire dont vous parlez, votre premier documentaire, L'heure Algérie, qui est sorti en 2020. Octobre 2021. Octobre 2021. C'est fou, après 62 ans de mariage, qu'ils se séparent. Eh ben, ils sont pas loin, c'est mieux. C'est en face de chez Mémé, alors. Il y a à peu près 30 mètres de différence. Pépé, tu l'aimes? T'étais amoureuse de lui? Eh ben, au début, peut-être. Vous vous êtes rencontrés? Non. Quoi, direct? Oui. Ils vous ont mis dans une pièce? Voilà. Comme tu vois dans les films, des fois. Vous explorez, comme vous l'avez dit, les silences et les tabous de l'histoire franco-algérienne au prisme de la branche familiale paternelle, comme vous explorez aujourd'hui les silences et les tabous du côté de la branche maternelle. Est-ce que, Lina, vous avez bouclé la boucle de ce double exil qui porte en lui les traumas de deux peuples qui ont été violemment colonisés, violemment occupés, le peuple algérien et le peuple palestinien? Je ne sais pas si j'ai réglé. En tout cas, ce qui peut-être apaise d'une certaine manière, c'est d'avoir pu transmettre ces histoires-là et d'avoir pu immortaliser les récits de vie de certaines personnes de ma famille qui ne sont pas que des récits intimes, mais qui contribuent aussi à enrichir la mémoire collective. Donc je sais que dans l'espace public,
ces récits existent. Et quand il y a des générations qui disparaissent, quand il y a des personnes qui disparaissent de par ce qui se passe, je m'apaise, j'arrive à m'apaiser un petit peu en me disant que nos films existeront toujours pour se souvenir de nous. Et ça permet d'avancer aussi en combattant un petit peu cette peur de la perte qui nous a été transmise par nos ancêtres, par nos aïeux, puisque c'est la peur de la perte continuelle, de perdre ce qu'on a déjà perdu. C'est-à-dire que voilà, dans tout récit d'exil, on s'arrache à sa famille, on s'arrache à un lieu qui était... la terre, les racines, la maison, et on sait à quel point, je fais toujours cette petite référence au temps du Covid, mais les gens ont réalisé à quel point aussi la maison était importante comme ancrage dans des moments où en fait on vit des périodes où tout d'un coup l'espace extérieur n'est plus sécurisé. Du coup, voilà, pour moi ça permet aussi de redonner une place à certaines personnes dans l'histoire. Et moi, je retrouve ma place dans la famille et en même temps, je leur donne une place dans l'histoire pour qu'on puisse exister dans ces mondes, ces différents mondes qui sont divisés. Et pourtant, nous, on porte ces différents mondes en nous. Et vous ne vouliez pas, Yam Abbas, que votre fille explore les douleurs du passé, comme vous les appelez. Pourquoi ? Parce que ça fait mal, parce que c'est quand même quelque chose que j'ai hérité moi-même, parce que j'avais l'impression que c'est la réponse qui était la réponse la plus facile de la part de ma mère ou ma grand-mère quand moi j'ai questionné sur le passé, parce que j'avais envie de savoir. Et bizarrement, en fait, c'est des choses que les autres nous transmettent et qu'on va transmettre à la génération suivante sans se rendre compte, en fait, qu'on répète l'histoire presque. On répète les choses qui étaient dites avant, voilà, dans notre enfance. Et parce que aussi... parce que c'est un film, et parce que c'est pour moi un exercice pas simple de se mettre devant la caméra et de parler de mes émotions comme ça, frontalement à la caméra, en fait. Je sais le faire derrière des personnages. C'est mon métier, c'est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie, justement pour ne pas être exposée à ça. Après, bon, on parle des fois de notre travail, d'une manière journalistique, tel qu'est l'exercice d'aujourd'hui. Et en fait, quand je me suis trouvée devant Lina la première fois, et qu'elle m'a posé la première question, j'ai répondu exactement dans la même manière que je vous réponds maintenant. Ça veut dire que j'ai commencé à faire des histoires, des analyses, de je ne sais pas quoi. Et tout ce qu'elle cherchait, c'est vraiment le moment émotionnel, la réponse la plus courte et qui ramène direct le langage à être le langage du cœur et pas le langage de la tête. Et ça, j'avais un peu de mal avec au départ, parce que aussi j'avais peur... J'ai jamais voulu qu'on fasse un film sur moi ou sur ma carrière. Donc, d'un seul coup, j'avais l'impression que... Et si Lina, elle est en train de faire un film, finalement, sur moi, sur ma carrière... En fait, tout doucement aussi, le mal était de deux côtés, d'ailleurs. Hein. Lina aussi n'avait pas aussi trouvé tout de suite sa place. Et c'était à nous deux de trouver aussi nos places dans cet exercice, justement, pour... raconter l'histoire que Lina voulait raconter. Et à un moment, quand j'ai compris vraiment que ce n'est pas un récit sur moi, c'est que moi je suis une partie d'un puzzle de plusieurs femmes, plusieurs générations, et c'est devenu presque un devoir, c'est devenu presque une obligation de laisser mes douleurs de côté, de laisser la difficulté de l'exercice de côté et de pouvoir vraiment aller dans le sens de Lina pour pouvoir donner à Lina ce qu'elle voulait pour composer les composantes différentes de son récit, avec les autres femmes aussi. Et est-ce qu'il y avait aussi derrière cela, de votre part, pas une volonté de contrôle sur la mémoire, sur votre mémoire, sur ce que vous deviez ou pas transmettre à votre fille, à vos enfants ? Non, à ce stade, non, vraiment, c'était pas ça. Non. C'était pas... Quand ils sont petits, on les protège,
on dit des choses, ça se dit pas à un enfant, on attend un certain âge pour le dire, mais Lina était déjà dans un âge adulte, on a une relation très saine, toutes les deux, de partage et d'échange. Donc j'avais aucun problème à ouvrir et à dire les choses les plus dures à Lina. Sauf que, comme je vous disais, vraiment pour moi, c'est arriver à les dire frontalement comme ça en tant que Yam à Lina. Et il a fallu que aussi je passe par l'oubli de fait que c'est ma fille, justement, pour pouvoir raconter à une femme. Parce que c'était une femme qui cherchait. C'est pas que Lina, ma fille, qui cherchait, c'est la femme que Lina est, essayer de comprendre. Et Lina, en tant que femme et telle qu'elle est, c'est aussi un complexe de beaucoup de choses, plusieurs identités, plusieurs histoires. Et donc j'avais l'impression que je ne peux pas me permettre de ne pas être généreuse et de ne pas aller dans son sens pour pouvoir lui permettre de trouver les réponses, s'il les a trouvées d'ailleurs, ou au moins d'avoir la possibilité d'interroger. Et avec une sincérité que je devais jouer jusqu'au bout pour pouvoir. Après, bon, comme vous avez vu dans le film, il y a des moments où basta, quoi. Donc j'en peux plus. Ça veut dire qu'il y a des moments. Le moment même, elle est porteuse peut-être de beaucoup de douleurs et de souvenirs douloureuses. Donc, et à ce moment-là, Lina, s'il te plaît, n'ouvre pas les portes de passé, là. Et qu'est-ce que les femmes qui sont derrière vous, hein, de Nahmat à Ali, vous ont transmis? Comment elles vous ont influencé dans vos choix, ne serait-ce que vos choix, votre audace de vous en aller, de vous exiler, pour respirer, vous dites, pour vous trouver. En fait, vous l'avez éprouvé, ce besoin de partir, et c'était pas tant le conflit, parce que d'ailleurs on vous voit, on voit des images de ces étés passés en Palestine, sur le lac de Tibériade, d'un bleu si apaisant. On ne devinerait presque pas qu'il y a un conflit ici, sur cette terre. Alors, le conflit, il est avec nous, et on le vit de l'intérieur. Je crois que aussi le conflit fait exister tous ses rêves et ses ambitions. Donc, le vouloir à certains moments ne pas se porter, c'est que aussi il y a un héritage tellement lourd de ce conflit, justement, qui ne permet pas, parce que c'est aussi faire face à toutes ces femmes qui sont à la fois la source de cette force féminine et de tout ce qui regard vers l'avenir et regard vers la réalisation de soi-même en tant que femme, et que ça soit mère, que ça soit... Là, moi, en revanche, c'était l'artiste. Mais l'artiste n'allait pas, en fait, dans ce cercle des choses qui composent cette société et ce lieu, d'ailleurs. Parce que le lieu, il n'est pas fait que de social, il est fait aussi de sa politique. Donc tout ça a fait que, à certains moments, effectivement, le choix arrive et qu'on se dit qu'est-ce que je fais, quoi. Donc c'est là où on va prendre la décision. Donc il y a des choses qui sont il y a des choses auxquelles je suis consciente, d'une transmission directe et d'une influence directe sur moi, et des choses, je crois, qui sont enfuies, qu'on amasse en tant qu'enfant, de beaucoup de vécus et de beaucoup de partages et de beaucoup de quotidiens, de beaucoup d'observations d'enfants aussi. En fait, quand j'observais ma grand-mère, je me suis toujours dite, j'aimerais tellement ouvrir sa tête pour comprendre ce qui se passe à l'instant, quand elle me regardait et qu'elle avait une sorte de tristesse dans son visage, avec une beauté et une résilience de la vie, de cette continuité, et presque en fait d'un pardon, mais total, et d'un amour, mais vraiment infini, et l'amour de l'humour, en fait, qui m'a vraiment été transmise par ces femmes, qui m'a importé et porté toute ma vie. Donc il y a des choses vraiment à plusieurs niveaux, à plusieurs endroits de ma vie qui m'ont influencée, dont j'étais consciente, et d'autres pas. Par exemple, le goût de la liberté, je crois que c'est la première visite de ma tante, quand elle s'est échappée et qu'on a pu la voir. Et je crois que cette femme m'a donné le goût de l'inconnu, de cette... Et je voyais cette femme qui fume, qui est libre, qui m'a appris à fumer d'ailleurs, qui m'a forcé la cigarette dans ma bouche devant ma mère qui n'était pas contente. Tout ça, et
et me raconter ces images de Damas, de cette vie, cette autre vie, ces femmes qui sortent, qui vont dans les cafés, qui boivent, qui fument, qui se trouvent entre elles. J'ai reçu d'elle un paysage féminin autre de celui que je connais. Et donc tout ça, je crois, quand on a un enfant avec une ambition peut-être artistique, on se met dans cet espace, on se projette dans cet espace de liberté, et qui fait que plus tard, on le veut, on veut l'atteindre, on veut y aller visiter. Et comme le lieu ne le permettait pas, il a fallu aller le voir ailleurs. Il fallait partir. Vous, cet arrachement, vous l'avez supporté, l'arrachement de votre mère à sa terre, au nom de la liberté, pas seulement à cause d'un conflit. Mais c'est quelque chose que vous avez su assez tôt et qui vous a dit, ou vous vous êtes dit d'ailleurs, il va falloir que je fasse ce film aussi sur ça. En fait, pour moi, c'était pas du tout clair, puisqu'elle m'a tellement transmis son histoire. Et puis, déjà, elle m'a parlé en arabe. Elle parlait pas français quand je suis née, donc j'ai reçu l'arabe. J'allais tout le temps dans la famille maternelle au village de Der Hanna, donc j'ai baigné dans ça. Donc, j'avais pas l'impression qu'il y avait une rupture. C'est beaucoup plus tard que je me suis rendu compte que finalement, le fait que moi, je sois née ailleurs, veut dire qu'en fait, à un moment, il y a eu une rupture. Mais je pense qu'elle a réussi à ne pas me faire sentir cette rupture quand j'étais petite. Et je l'ai réalisé beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, j'ai posé... Enfin, les questions que je pose dans le film sont des questions que je n'avais jamais vraiment posées avant. C'est vraiment au moment de mon envie de raconter ces histoires de rupture que je me suis rendu compte que l'histoire de ma mère était aussi une rupture. Et c'est quand j'ai réfléchi dans un tout, que je me suis dit, mais en fait, il y a déjà eu tellement de ruptures avant elle, pourquoi elle aussi a choisi de rompre ? Les autres n'ont pas choisi de rompre, puisque les exils de mon grand-mère, de ma grand-mère, étaient des exils forcés. Ma mère a choisi de partir. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé aussi, en faisant ce film, et je pense parce que j'ai senti qu'on m'avait transmis énormément, et peut-être que j'avais envie de compléter cette transmission, ou de la réactiver à un âge où j'étais prête, en tant que femme aussi, à faire face à ces parcours de femme, parce que je pense que c'était la première fois que je m'adressais aussi à ma mère, de femme à femme. C'est pas quelque chose d'évident ou de naturel de s'adresser à sa mère, non plus en tant que fille, mais en tant que femme, en tant que réalisatrice. Donc c'est une assurance qu'il faut avoir, et c'était pas évident au départ, puisqu'on a mis du temps aussi à trouver notre équilibre, pour ne pas qu'elle me réponde comme si j'étais une journaliste, déjà, et pour que moi je puisse être à l'aise aussi en comprenant ce que je cherchais aussi, parce que des fois on a des ressentis, mais on n'arrive pas à mettre les mots tout de suite sur ce qui manquerait ou sur ce qui nous taraude. Et je pense que je l'ai compris aussi en faisant le film. Je cherchais à comprendre aussi, à travers les histoires des femmes de ma famille, à comprendre ce qu'elles avaient pu transmettre à ma mère, et ce que ma mère avait choisi de me transmettre aussi. Est-ce que c'était quelque chose de conscient ? Est-ce que c'était un choix conscient ? Est-ce que c'était naturel ? Et finalement, c'est un mélange de tout ça. Avec quand même la question, l'enjeu de la liberté qui est au centre et qui pose à la fois la question du territoire, des territoires, et la question de la place des femmes dans une société qui est patriarcale, comme de nombreuses autres sociétés, sinon toutes les sociétés. Il y a une scène, il y a ma base que vous racontez, ou que votre fille en tout cas vous fait jouer dans une sorte de mise en abîme, qu'on pourrait transposer dans de nombreuses familles, peu importe la culture, l'origine, la religion. C'est celle où on voit votre père s'opposer à votre mariage avec votre amoureux d'alors, qui était anglais et non arabe, palestinien, musulman. Qu'est-ce que votre père, professeur des écoles, vous dites dans une interview que c'était un homme pyramide de bonté envers les autres, de dureté envers ses enfants. Qu'est-ce qu'il vous a donné et qu'est-ce qu'il ne vous a pas donné ? Alors, il y a beaucoup de choses que mon père m'a données auxquelles j'ai vraiment, je crois que j'ai découvert ou j'ai compris beaucoup plus tard. Malheureusement, des fois, c'est aussi la règle de la vie, en fait. Quand on est en conflit immédiat et frontal avec les choses, on ne les voit pas de la même manière que quand on a un petit recul. Malheureusement, là, le recul a été un peu long parce que le conflit, elle était aussi très, très chargé. Mon père m'a donné la force de persister dans une logique
de la construction de la vie, en fait. Je vais m'expliquer parce que je cherche mes mots pour le dire, comme c'est la première fois que je le pense, peut-être dans ce sens-là. En fait, mon père, ça a été toujours pour lui, nous les femmes dans la famille, parce qu'il avait 8 filles et 2 garçons. Et les garçons, ils sont arrivés très tard. Donc, c'est pas l'homme qui est allé, on va dire, qui est allé sauver l'honneur de mon père. Mais c'était les femmes qui précédaient ces garçons. Et donc, moi, j'arrive presque la 5e, et j'arrive avec une sorte de force de faire des choses qui ne sont pas habituées pour la femme. C'est pas des choses que les femmes font normalement. Et donc, je force mon père dans une logique que malgré le fait que je suis femme, je suis capable de faire des choses que les hommes font. Et mon père, ça lui plaît, au fond. Parce que pour lui, il voit presque un homme face à lui, en fait, cette femme déguisée en quelque sorte en homme invisible, elle est capable de faire. Et il est très fier de ça. Donc moi, en recevant ça, ce mécontentement, ce contentement de la part de mon père, je me dis, tiens, il y a après, ça ne s'arrête pas là. Parce que la logique fait qu'il y a une continuité à ça. Donc l'étape suivante, c'est quoi? C'est encore un nouveau, quelque chose de nouveau, quelque chose dont il n'a pas l'habitude. Et donc le non, pour lui, était systématique. Sauf que ce non, il devient discutable. Donc tout doucement, on arrive à trouver une solution. C'est toujours par des forceps, mais on arrive. Ça veut dire que cet homme anglais qui a suivi des choix qui n'ont pas plu à mon père a été un chiffre parmi des nombreuses tentatives, des choses nouvelles pour mon père. Et donc, à un moment, j'étais obligée de le regarder, et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais imaginé faire face à mon père comme ça, dans cette société et dans cette structure patriarcale, c'est que de dire à mon père, tu m'as éduqué et tu m'as laissé faire jusqu'à maintenant, c'est pas pour me laisser tomber maintenant. Donc, ça veut dire que si tu as fait jusque-là, tu as la capacité et la force d'aller plus loin. Et en fait, j'ai compris que mon père avait cette capacité, sauf qu'elle était empêchée. Était empêché par la force de qui il est, ce qu'il est, quelqu'un de respectable dans le village, donc les gens parlent, c'est pas facile pour lui. Et j'ai toujours causé à mon père, en fait, de s'émanciper avec moi aussi dans le village. Donc ça a été aussi un homme qui m'a suivi. Donc un homme qui a accepté, il a beaucoup accepté. Donc je trouve ça formidable et je trouve ça vraiment admirable d'avoir des hommes de cet ordre-là, malgré la difficulté, qui puissent faire ce suivi en fait vers un parcours féminin. C'est une émancipation par le fait accompli. Oui, ou alors c'est que ce que je retiens, c'est que peut-être les hommes sont aussi coincés et parfois aussi subissent le système patriarcal, même si c'est les hommes qui le mettent en place et qui le font perdurer. Et beaucoup aussi subissent. Et finalement, je pense que ma mère n'aurait pas osé faire ça si elle n'avait pas senti que chez mon grand-père, il y avait quelque chose qui allait lui permettre finalement. Et comme moi, enfin, c'est quelque chose de l'ordre du ressenti, mais moi, j'aurais jamais fait de film sur ma famille. Si je ne sentais pas qu'ils allaient accepter de partager avec moi, j'aurais jamais fait de film sur mes grands-parents algériens si c'était par la confrontation, ni avec ma mère. C'est-à-dire qu'on sent l'espace dans lequel on peut circuler. On sent qu'il y a une tolérance, qu'il y a un amour, qu'il y a une place pour, même si c'est pas évident. Et c'est ça la complexité. C'est ça la complexité dont je parlais tout à l'heure. C'est en fait, comme tout être humain, on est tous et toutes contradictoires, on cherche ses limites, on cherche à se construire par rapport à ce qui est acceptable, le regard des autres, à quel moment on fait attention et on a envie de faire perdurer des traditions qui sont importantes pour nous, à quel moment on veut mettre de côté les traditions et mettre en avant son désir propre. Et c'est toute l'histoire des êtres qui cherchent leur place, à la fois dans leur famille, dans leur société, dans le monde, sans heurter les autres et en même temps sans se heurter soi-même. Et c'est en ça que c'est des histoires universelles. Qu'est-ce que vous avez appris, Yamaba, sur votre fille que vous ne saviez pas? Qu'elle était une bonne réalisatrice. En fait, j'ai appris...
C'est difficile de dire qu'on apprend vraiment. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est que, en fait, pour moi, il y a des choses qui se sont imposées comme une confirmation des sentiments que j'ai eus. J'ai compris que Lina, c'est une fille académique. Elle a un certain intellect avec lequel et qu'elle avait toujours en elle un côté artistique que je voyais quand elle était jeune et même enfant, mais qu'elle n'a jamais voulu exprimer. Et à un moment, elle arrive avec un premier film et un deuxième film. Et dans le deuxième film, vraiment pour moi, et c'est ce que je lui dis quand j'ai découvert le film pour la première fois, parce que moi je n'ai pas participé, à part mon témoignage, à aucun moment dans la fabrication, dont le montage, à part ce que Lina me demandait de faire. Donc j'ai exécuté en fait le désir d'une réalisatrice. Et quand j'ai découvert le film, j'ai dit à Lina, chapeau, je crois que vraiment tu as trouvé ton chemin, ton style, ta vocation. Donc est-ce que c'est de l'apprentissage ou est-ce que c'est de la confirmation pour une mère? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà ce que j'ai compris. C'est ce que vous voudriez lui dire aujourd'hui? Peut-être, je le sais déjà. Il me l'a déjà dit. Je l'ai déjà plein dit, de fois. Ouais. Et vous, Lina, vous diriez quoi à votre mère aujourd'hui? Je vais répéter ce que j'ai déjà dit pas mal de fois, parce que comme on accompagne beaucoup le film, on est amené à parler de ça aussi en public. Donc c'est pas toujours évident, on se le dit pas face à face, mais on se dit les choses de manière interposée avec la présence du public dans la salle. Non, mais pour moi, ce qui était... moi, j'ai toujours été très admirative du parcours de ma mère. J'ai toujours... quand on me demande si j'ai des exemples, d'abord, c'est ma mère qui me vient en tête, avant d'aller chercher des modèles ailleurs. Je l'ai présentée un peu succinctement tout à l'heure en disant immense actrice, mais rappelons que c'est une artiste multiple, qui est non seulement une immense actrice avec une carrière à l'international incroyable, d'Hollywood, passant par Paris, Israël, Palestine, le monde arabe. Voilà, c'est une actrice reconnue à l'international. Une actrice aussi qu'on retrouve pour ceux qui adorent, parce qu'il y a beaucoup de monde qui adore apparemment cette série que moi je n'ai pas vue, Succession. Vous êtes au cœur de cette série qui s'étale sur plusieurs saisons. Et vous êtes aussi réalisatrice, vous êtes aussi photographe. Il y a de multiples cordes à votre arc artistique. Donc, je me permets de le rappeler. Non, je pense que moi, ce que j'ai découvert, peut-être, c'est la jeune fille, l'enfant, l'adolescente que ma mère a été. Et ce qui, je pense, n'est pas forcément commun, c'est-à-dire que, comme quand on est enfant d'un parent, on ne sait pas quelle vie elle ou il a eu avant notre arrivée. Et tout d'un coup, en découvrant les poèmes que ma mère avait écrits quand elle était jeune, entre 12 et 19 ans, j'ai découvert tout un monde, tout un imaginaire de son enfance. Et c'était à la fois vertigineux, puisque tout d'un coup, on a l'impression de rencontrer une nouvelle personne qu'on ne connaissait pas, alors que c'est notre mère. Et en même temps, c'était fascinant de voir à quel point ce désir et ces rêves de liberté, d'évasion, de vivre des émotions à travers l'art était présente dès la petite enfance, même si elle n'était pas du tout destinée à ce monde au départ et que dans le village, il n'y avait pas de structure artistique, il n'y avait pas de présence de ces choses-là. Et je trouve que ça raconte beaucoup de l'enfance, des rêves de l'enfance, de l'importance de valoriser aussi les rêves et les aspirations des enfants. Et ça me renvoie, là ça me traverse l'esprit, donc je vais en parler, mais je pense justement à tous ces enfants qu'on voit à Gaza perdre leur vie. Et en fait, avec leur disparition, c'est toutes ces aspirations qui disparaissent, c'est toutes ces œuvres qu'on ne va peut-être jamais découvrir, tous ces rêves qui auraient pu être accomplis, qui ne seront jamais accomplis. Et je trouve que ça redonne aussi... on prend conscience aussi de l'importance de valoriser les désirs et les aspirations des enfants. Vous m'offrez une parfaite transition pour clore cette émission, parce que vous avez parlé de poésie. Je ne l'ai pas dit, mais effectivement, vous êtes une poétesse et vous apparaissez dans le film comme une poétesse que vous étiez dans votre jeunesse. Chaque fois que je travaille sur la Palestine, la poésie est là. J'y étais il y a quelques semaines en Cisjordanie.
pour réaliser des reportages. Et la poésie s'est à nouveau imposée à moi, là, sous mes yeux. Je travaillais sur la politique de colonisation israélienne qui bat son plein dans les territoires palestiniens, encore plus depuis le 7 octobre, et en toute impunité, puisque le monde a le regard braqué sur Gaza, qu'Israël bombarde sans discontinuer. Et j'ai été frappée... justement, je suis passée pas très loin du lac de Tibériade, j'ai été frappée à un moment par la réaction de villageois palestiniens qui étaient assiégés par de jeunes colons israéliens. Ces jeunes colons leur avaient encerclé leur village avec d'énormes blocs de pierre afin qu'ils ne puissent pas sortir du village. Et les Palestiniens ont répondu par un rempart de mots. Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. C'est le poème, le vers par lequel le poète palestinien Mahmoud Darwish commençait tous ses récitals. Et le poème dit entre autres: sur cette terre se tient la maîtresse de la terre, mère des préludes et des épilogues. On l'appelait Palestine, on l'appelle désormais Palestine. Je ne sais pas si on peut voir la photo de ces blocs de pierre, mais dites-moi, est-ce qu'elle est un bouclier, la poésie, Yam Abbas? Elle a été un bouclier pour vous? Elle continue d'être un bouclier? Je crois qu'elle permettait vraiment un échappatoire. Elle permettait un rêve, elle permettait un espace d'existence que la réalité ne permettait pas. Et pour moi, en tout cas, en parlant de moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a accompagnée pendant mon enfance. Le poète qui m'a influencé le plus, qui était presque le Bible avec lequel je dormais, il était sous mon lit, c'était le prophète de Gibran, Khalil Gibran. Je ne peux jamais oublier vraiment tous ces mots qui m'ont bercé avant de dormir, qui m'ont permis de... Je commençais ma journée avec, je dormais avec, je passais et qui m'ont permis vraiment de réfléchir, et je me sentais, enfant, que tous ces mots offraient pour moi un lieu d'existence et qui était au-delà de tout, au-delà de toute frontière, au-delà de toute pratique d'homme, avec un grand H, au-delà de tout conflit. C'est presque en fait retrouver, à travers la poésie, retrouver un espace mental, intérieur, dans lequel tout peut exister. Lina, dans votre film, ouais, la poésie, elle est très présente aussi dans l'écriture de votre film. Vous avez d'ailleurs travaillé avec l'écrivain palestinien Karim Katan, que vous avez cité tout à l'heure. Karim Katan qui dit et qui répète que Gaza n'est pas une abstraction, mais des vies, des lieux qui disparaissent sous les bombes. Merci infiniment à toutes les deux. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Allez voir Bye Bye Tibériade, c'est au cinéma en ce moment. Et puis cette émission en accès libre n'est possible que grâce à vos abonnements. Donc abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore à Mediapart. Merci beaucoup. Merci. Merci.